Ils l'escortèrent vers la sortie avant qu'un seul mot ne quitte ses lèvres. La façon dont il la regardait, comme si elle était de la boue ramenée de la rue, lui fit brûler la peau. Mais 24 heures plus tard, ces mêmes personnes s'étoufferaient dans leur propre arrogance, et elles se tiendraient au centre de tout, observant leur monde s'effondrer. Les portes automatiques du concessionnaire de voitures de luxe d'Atlanta s'ouvrirent en un chuchotement, et Amara les franchit, le cœur battant à tout rompre. Elle avait 18 ans, vêtue d'un jean délavé et d'une chemise en coton qui avait connu des jours meilleurs. Ses baskets grinçaient légèrement sur le sol immaculé, et ce petit son semblait annoncer son arrivée comme une sonnette d'alarme. Le showroom s'étendait devant elle comme une cathédrale bâtie pour vénérer la richesse. Des lustres en cristal pendèrent du plafond voûté, projetant une lumière prismatique sur des véhicules qui coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnaient dans une vie. D'élégantes supercars italiennes scintillaient sous des projecteurs soigneusement positionnés. Des Lamborghini jaunes électriques, des Ferrari rouge sang, des McLaren noirs de jet. Chacune reposait sur sa propre estrade surélevée comme une œuvre d'art dans un musée, séparée des mortels ordinaires par des cordons de velours et le langage tacite de la classe sociale. Amara fit 3 pas à l'intérieur avant que l'attaque ne vienne. « Excusez-moi ». La voix était sèche, coupant la douce musique classique qui flottait à travers des haut-parleurs cachés. « Je crois que vous vous êtes perdu. » Elle se retourna pour voir un homme d'une 50aine d'années s'avancer vers elle. Son costume coûtait probablement plus que le salaire mensuel de sa mère. Ses cheveux argentés étaient coiffés en arrière, avec le genre de précision qui exigeait l'attention quotidienne de stylistes coûteux. Son badge indiquait « Gérard Dubois, directeur commercial », et ses yeux irradiaient la cruauté particulière de quelqu'un qui avait passé des décennies à mesurer la valeur humaine en euros. « Je ne me suis pas perdu », dit Amara doucement, sa voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. « Je suis venu regarder... » « Regarder ?» Le rire de Gérard était dur, délibérément assez fort pour attirer l'attention. Dans le showroom, les têtes se tournèrent. Un couple en tenue de créateur assorti interrompit sa conversation. 2 vendeurs dans un coin arrêtèrent ce qu'ils faisaient pour observer. « Ma petite, ce n'est pas un musée. C'est un lieu d'affaires pour les acheteurs sérieux. Les gens comme vous, eh bien vous êtes clairement au mauvais endroit. » Les mots la frappèrent comme des coups physiques. Les gens comme vous. La phrase resta suspendue dans l'air, chargée de siècles de sens, dégoulinante de préjugés à peine dissimulés sous une courtoisie professionnelle. Les mains d'Amara se serrèrent en poing le long de son corps. Elle savait, à un certain niveau, que cela pourrait arriver. Son père l'avait prévenu, en fait. Il l'avait regardé à travers la table du petit déjeuner ce matin-là, le front plissé d'inquiétude, et avait dit « Ma puce, es-tu sûre de vouloir faire ça? Je peux m'en occuper moi-même. » Mais elle avait insisté. Elle voulait faire cette partie elle-même, voulait entrer dans ce showroom et prouver qu'elle avait sa place partout où elle choisissait d'être. Maintenant, debout, au centre de cet espace étincelant, des yeux hostiles la perçant de toutes parts, elle se demanda si sa fierté n'avait pas été une erreur. « J'ai de l'argent », dit-elle, bien que sa voix soit sortie plus petite qu'elle ne l'avait voulu. « Je suis venu acheter... »« De l'argent ?» interrompit Gérard, son ton moqueur. « Laissez-moi deviner, vous avez économisé votre argent de poche ou peut-être êtes-vous ici pour un projet scolaire ?» Il jeta un coup d'œil au personnel qui observait, jouant pour son public. Ça arrive parfois. Des jeunes qui ne comprennent pas comment fonctionne le monde réel, pensant qu'ils peuvent simplement entrer ici et nous faire perdre notre temps. L'un des jeunes vendeurs, un homme d'une 30aine d'années aux cheveux gominés et au sourire de requin, s'avança. Gérard a raison. Ces voitures commencent à 200 000 €. C'est le prix de départ. Comprenez-vous même ce que cela signifie? Elle pense probablement que c'est juste un chiffre à la télévision, intervint une autre employée, une femme en jupe crayon, dont l'expression irradiait le mépris. Ma belle, ce n'est pas le genre d'endroit où l'on fait du lèche-vitrine.
Nous nous adressons à une clientèle très exclusive. Le poids de leur dédain collectif pesait sur les épaules d'Amara. Elle sentit sa respiration devenir superficielle, sa vision se rétrécir. Le showroom qui lui avait semblé si magnifique à son entrée ressemblait maintenant à un piège se refermant sur elle. Chaque surface était trop brillante, trop polie, reflétant son insuffisance en haute définition. Un couple à l'allure fortunée, en train de regarder une Bentley argentée, se retourna pour la fixer. La femme murmura quelque chose à son mari et tous deux sourirent avec suffisance. Amara vit son propre reflet dans la peinture miroir de la voiture. Une jeune fille noire en vêtements modestes, entourée d'un luxe qu'elle n'avait apparemment pas le droit de toucher. « Je pense que ce que nous essayons tous de dire, » continua Gérard, sa voix dégoulinante d'une fausse patience, « c'est que vous seriez beaucoup plus à l'aise ailleurs. Il y a un concessionnaire de voitures d'occasion à environ 8 kilomètres d'ici. Ils travaillent avec des gens au budget flexible. Je suis sûr qu'ils pourront vous aider à trouver quelque chose d'approprié. » Approprié. Le mot avait un goût de poison dans l'air. Amara se força à avancer plus profondément dans le showroom, refusant de leur donner la satisfaction de la voir fuir. Ses baskets faisaient de doux bruits sur le marbre, chaque pas un acte de défi. Elle s'approcha d'une Lamborghini Huracan, sa carrosserie vert citron brillant comme de la lumière liquide. Le panneau de prix à côté indiquait 287 000 €. Elle tendit la main, voulant la toucher, pour s'approprier un petit morceau d'espace dans cet environnement hostile. Non! La main de Gérard jaillit, s'arrêtant juste avant de lui saisir le poignet. Ces véhicules valent plus que, plus que tout votre quartier, j'imagine. Je ne peux pas vous laisser mettre vos mains partout. Avez-vous la moindre idée de ce que coûte le nettoyage en profondeur d'une de ces voitures? Derrière elle, quelqu'un ricana. Le son lui écorcha les nerfs comme du papier de verre. Peut-être est-elle ici pour postuler à un poste de nettoyage, suggéra une voix masculine et amusée. On devrait vérifier si elle a un appareil photo, ajouta un autre. Elle veut probablement juste des photos Instagram à montrer à ses amis. Les commentaires l'assaillirent par vagues. Chacun était conçu pour la rabaisser, pour réduire sa présence à quelque chose de risible, de moins qu'humain. Amara sentit des larmes menacer au coin de ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Elle pensa à son père, aux leçons qu'il lui avait enseignées sur la dignité et l'estime de soi. « La dignité n'est jamais négociable », disait-il toujours. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe comment ils essaient de vous faire sentir petit, vous êtes exactement aussi digne que n'importe qui d'autre ayant jamais vécu. Mais le savoir intellectuellement et le ressentir au plus profond de son être étaient deux choses différentes. En ce moment, entourée d'hostilité, elle se sentait effectivement très petite. Gérard s'approcha, envahissant son espace personnel. Elle pouvait sentir son eau de Cologne, chère et entêtante. « Écoutez-moi attentivement, dit-il, sa voix basse mais tranchante. Je vais vous faire une faveur et vous donner une dernière chance de partir la tête haute. Sortez par cette porte tout de suite, et nous oublierons que cela s'est passé. Mais si vous insistez pour rester ici, faire une scène, faire perdre du temps à mon personnel, eh bien je peux rendre les choses très inconfortables pour vous. Nous avons la sécurité, nous avons des relations. Comprenez-vous ce que je vous dis ?» C'était une menace, à peine voilée. Le pouls d'Amara tambourinait dans ses oreilles. Le showroom pencha légèrement, et elle dut verrouiller ses genoux pour ne pas vaciller. Tous les yeux étaient sur elle maintenant. La musique classique continuait sa boucle agréable, absurdement joyeuse face à la tension qui crépitait dans l'air. Pendant un instant, elle envisagea sincèrement de partir. Il serait si facile de faire demi-tour, de pousser ses portes vitrées et de disparaître dans l'après-midi d'Atlanta. Elle pourrait envoyer un message à son père, lui dire de s'en occuper seule, admettre qu'elle n'était pas assez forte pour cette bataille particulière, mais quelque chose la retint. Peut-être était-ce de l'entêtement. Peut-être était-ce le souvenir de toutes les autres fois où quelqu'un avait essayé de la rabaisser.
Peut-être était-ce la simple et brûlante certitude qu'elle avait tout à fait le droit de se tenir exactement là où elle était. « Je ne pars pas, » dit-elle, surprise par la fermeté de sa propre voix. « Je suis venue ici pour une raison et je ne vais nulle part. » L'expression de Gérard s'assombrit. « Très bien. Vous voulez jouer comme ça, Sophie ?» Il claqua des doigts vers la femme en jupe crayon. « Appelez la sécurité. Dites-leur que nous avons un problème. » La femme sortit immédiatement son téléphone, impatiente d'obtempérer. Le ventre d'Amara se serra. Cela allait au-delà de ce qu'elle avait imaginé. La sécurité signifiait la police, potentiellement. La police signifiait des questions, des soupçons, la présomption de faute simplement à cause de qui elle était et de son apparence. Le scénario qui se déroulait était plus vieux qu'elle, un script écrit par des générations de préjugés. « Attendez », essaya-t-elle, détestant le désespoir qui se glissait dans sa voix. « Vous ne comprenez pas. Mon père. » « Votre père ?» Gérard rit de nouveau, cruel et dédaigneux. « Laissez-moi deviner, il est avocat, médecin. Ma chérie, j'ai entendu toutes les histoires. Tous ceux qui entrent ici sans être préparés ont une excuse pour expliquer pourquoi ils méritent d'être traités comme s'ils comptaient. Mais je suis dans ce métier depuis 30 ans. Je sais qui sont mes clients et je sais qui me fait perdre mon temps. Vous... » Il la pointa du doigt. « Me faites perdre mon temps. » Les autres employés hochèrent la tête, enhardis par l'agression de leur chef. Le couple aisé avait abandonné toute prétention de flâner et observait ouvertement la confrontation maintenant, un divertissement pour leur après-midi. Amara sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Pas sa détermination exactement, mais une sorte de couche protectrice qu'elle avait construite autour de son cœur. La douleur du moment était aiguë, assez vive pour lui couper le souffle. Elle s'était préparée à une éventuelle impolitesse, à un rejet subtil, mais cette cruauté flagrante, cette humiliation publique, la blessait plus profondément qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Une larme s'échappa le long de sa joue avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Elle l'essuya rapidement, furieusement, mais le mal était fait. Gérard la vit et sourit, un prédateur flairant le sang. « Voilà », dit-il doucement, presque tendrement, ce qui, d'une certaine manière, rendait la chose encore pire. La réalité vous rattrape. C'est ce qui arrive quand les gens dépassent les bornes, quand ils essaient d'accéder à des espaces qui ne sont pas faits pour eux. Ce n'est pas personnel, vous comprenez. C'est juste comme ça que le monde fonctionne. Mais c'était personnel. Chaque mot, chaque regard, chaque geste dédaigneux était intimement, violemment personnel. Dehors, à travers les baies vitrées, Amara aperçut la rue. Des gens normaux, vacants à leurs occupations quotidiennes. Aucun d'eux ne savait ce qui se passait dans ce palais de cristal du préjugé. Aucun d'eux ne pouvait l'aider. Puis, un son, bas et puissant, le grondement profond d'un moteur haute performance. Il traversa le verre et l'acier du showroom comme un lointain tonnerre, immédiatement reconnaissable par quiconque connaissait les véhicules de luxe. Les têtes se tournèrent vers la fenêtre. Le grondement devint plus fort, plus proche, impossible à ignorer. Un véhicule apparut. Une Rolls-Royce Phantom noire, obsidienne, sa calandre chromée captant la lumière du soleil comme une couronne. La voiture avançait avec la confiance tranquille d'une puissance absolue, chaque centimètre d'elle criant une richesse que rien dans le showroom ne pouvait égaler. Le sourire narquois de Gérard vacilla. Ses yeux se plissèrent, essayant de comprendre ce qu'il voyait. La Rolls-Royce s'arrêta juste devant l'entrée principale. Le moteur ronronna jusqu'au silence. Pendant un long moment, rien ne se passa. Le showroom retint son souffle. Puis la porte du conducteur s'ouvrit. Un grand homme noir en sortit, se déplaçant avec la grâce aisée de quelqu'un qui n'avait jamais remis en question son droit d'occuper n'importe quel espace. Il portait un costume anthracite si parfaitement taillé qu'il semblait peint sur lui. Ses chaussures étaient en cuir italien, polies à la perfection. Sa montre, Amara la reconnut même de loin, était une Patek Philippe, le genre que les collectionneurs s'arrachaient aux enchères.
Il avait 46 ans, mais se tenait avec la vitalité de quelqu'un de bien plus jeune. David Lefebvre, son père. Il se dirigea vers l'entrée et les portes automatiques s'ouvrirent pour lui comme un royaume accueillant son roi. Tout le showroom se transforma en un instant. La posture de Gérard se redressa. Les autres vendeurs semblèrent soudain nerveux, incertains. Même le couple aisé cessa de ricaner et commença à prêter attention d'une manière différente, avec respect, avec la reconnaissance de quelqu'un qui évoluait à leur niveau ou au-dessus. Le regard de David balaya le showroom et se posa immédiatement sur sa fille. Amara vit le flash de colère qui traversa ses traits lorsqu'il remarqua son visage baigné de larmes, le cercle hostile de personnes autour d'elle. Sa mâchoire se serra, mais quand il parla, sa voix était contrôlée, précise, chaque mot prononcé avec le poids d'une autorité absolue. « Hier, dit-il, et tout le showroom se tut. Ma fille est entrée dans cet établissement avec l'intention d'acheter un véhicule. Une simple transaction. Au lieu de cela, elle a été humiliée, insultée et traitée comme si sa seule présence était une offense. » Son regard se fixa sur Gérard, le clouant sur place. « Aujourd'hui, je suis ici pour corriger cette erreur. » Le visage de Gérard était devenu pâle. Sa bouche s'ouvrit, se referma, s'ouvrit à nouveau. « Monsieur, il doit y avoir un malentendu. » « Il n'y a pas de malentendu. » La voix de David coupa l'excuse comme une lame. « J'ai tout entendu. Les commentaires sur son quartier, les suggestions qu'elle était là pour des photos Instagram, les menaces d'appeler la sécurité, chaque seul mot. » Il avait écouté. L'esprit d'Amara s'emballa. « Comment ?» David sortit son téléphone et Amara comprit. Elle portait sa montre connectée, celle qu'il lui avait offerte pour son anniversaire, celle avec la fonction qui permettait de transmettre l'audio à son appareil. Il avait tout entendu en temps réel, probablement assis dans sa voiture au coin de la rue, se forçant à attendre, à la laisser vivre ce moment de tentative d'indépendance avant d'intervenir. « Mon nom est David Lefebvre, » continua-t-il, s'adressant non seulement à Gérard, mais à toute la pièce. « Peut-être avez-vous entendu parler du groupe financier Lefebvre. Nous gérons environ 8 milliards d'euros d'actifs. Nous avons des bureaux dans 12 villes et nous entretenons des relations avec des marques de luxe dans tout le pays et au-delà. » La couleur avait complètement déserté le visage de Gérard maintenant. Le groupe financier Lefebvre était légendaire dans le milieu des affaires d'Atlanta. Tout le monde connaissait ce nom. « Ma fille, » dit David, son ton tombant à quelque chose d'encore plus dangereux, une fureur calme à peine contenue, « est Amara Lefebvre. Elle a 18 ans. Elle a été major de sa promotion au lycée. Elle a été acceptée à Harvard avec une bourse d'études complète. Et elle est venue ici hier parce que je lui ai dit qu'elle pouvait choisir n'importe quelle voiture qu'elle voulait comme cadeau de fin d'études. N'importe quelle voiture de ce showroom. » Il marqua une pause, laissant cela faire son chemin. Au lieu d'être traité avec le respect que tout client mérite, que tout être humain mérite, elle a été dégradée, moquée et menacée à cause de son apparence, à cause de ce que vous avez présumé d'elle. Gérard essaya de parler. « Monsieur Lefebvre, je m'excuse sincèrement. Je n'avais aucune idée. » « Aucune idée ?» La voix de David monta légèrement, une colère contenue transparaissant. « Vous n'aviez aucune idée qu'elle était ma fille. Alors vous vous êtes senti à l'aise de la traiter comme une moins que rien? Est-ce vraiment la défense que vous voulez offrir? Que vous ne respectez les gens que lorsque vous savez qu'ils ont de l'argent ou des relations ?» Silence. Un silence écrasant, absolu. Amara regardait son père démanteler le monde de Gérard avec rien d'autre que des mots et sa présence. Les autres employés s'étaient reculés, soudain très intéressés par leurs chaussures. Le couple aisé avait complètement disparu, ne voulant probablement pas être associé au désastre qui se déroulait. « Laissez-moi être très clair sur quelque chose. »
continua David. La valeur de ma fille n'est pas déterminée par ses vêtements, son âge ou votre imagination limitée. Sa valeur est inhérente, absolue et non négociable. Le fait qu'elle vienne aussi d'une famille avec des ressources considérables est sans rapport avec la façon dont elle aurait dû être traitée. Toute personne qui franchit ces portes mérite la dignité humaine fondamentale. Il se tourna vers Amara et son expression s'adoucit légèrement. « Ma puce, ça va ?» Elle hocha la tête, ne faisant pas confiance à sa voix. Les larmes coulaient librement maintenant, mais c'étaient des larmes différentes, de soulagement, de justification, d'amour. David se retourna vers Gérard. « Voici ce qui va se passer. Vous allez vous excuser auprès de ma fille. Des excuses sincères, pas du langage de bois d'entreprise. Ensuite, vous allez nous montrer chaque véhicule de ce showroom qui correspond à ses préférences. Et vous allez fournir le même niveau de service que vous donneriez à n'importe qui d'autre ayant les moyens de faire un achat. Comprenez-vous? Oui, absolument, monsieur Lefebvre. Je n'ai pas fini. La voix de David claqua comme un fouet. Après cela, je vais avoir une conversation avec le propriétaire de cette concession. Je connais personnellement Charles. Nous jouons au golf ensemble 2 fois par mois. Je vais lui raconter exactement ce qui s'est passé ici. Et ensuite, je vais lui suggérer fortement d'évaluer si quelqu'un avec votre perspective devrait représenter son entreprise. Le visage de Gérard passa de pâle à gris. Une menace de licenciement délivrée avec une précision chirurgicale. De plus, continua David, je vais partager cette histoire avec mon réseau. Chaque chef d'entreprise, chaque représentant de marque de luxe, chaque personne que je connais qui a l'argent pour faire ses achats dans des établissements comme celui-ci. Je vais m'assurer qu'ils comprennent exactement le genre d'environnement que vous avez créé ici, parce que les gens comme vous ne devraient être les gardiens de rien du tout. Il laissa ces mots planer dans l'air un instant. Puis, finalement, Amara parla. Sa voix était calme mais claire, portant à travers le showroom. Le respect ne s'achète pas avec de l'argent, des voitures ou des vêtements chers. Le respect est quelque chose que l'on donne aux gens parce qu'ils sont des êtres humains, parce que leur humanité compte, indépendamment de ce que vous pensez qu'ils peuvent se permettre. Elle s'approcha de la Lamborghini vert citron qu'elle avait essayé de regarder plus tôt. Cette fois, elle posa sa main à plat sur son capot, revendiquant son droit de la toucher, d'exister dans cet espace. Vous m'avez jugé sur vos suppositions. Vous avez décidé que je n'avais pas ma place avant même de savoir quoi que ce soit de moi. Cela en dit long sur qui vous êtes et rien sur qui je suis. Gérard resta figé, anéanti. Autour d'eux, les autres employés avaient l'air malades de culpabilité et de peur pour leurs propres emplois. David posa une main sur l'épaule de sa fille. Amara a choisi une voiture hier, en fait, avant qu'on ne lui demande de partir. Elle regardait cette Lamborghini Huracan là-bas, la blanche avec les accents noirs. Nous la prenons, plein tarif, pas de négociation, et nous paierons en espèces, juste pour simplifier les choses. Il sortit son téléphone et passa un appel. « Jeannette ? Oui, c'est David. J'ai besoin que tu transfères 285 000 € à... » Il jeta un coup d'œil à Gérard. « Quelles sont les coordonnées bancaires de cette concession ?» Gérard balbutia les chiffres, ses mains tremblantes. La transaction prit moins de 10 minutes. David et Amara se tenaient ensemble au centre du showroom pendant que l'argent était transféré et que les documents étaient préparés. D'autres employés, sentant l'occasion de se distancier du désastre de Gérard, se mirent en 4 pour être serviables, sourire à Amara, prétendre qu'il n'avait pas participé à la cruauté quelques minutes auparavant. Amara les ignora. Elle n'avait pas besoin de leur courtoisie de façade maintenant. Elle avait déjà appris tout ce qu'elle devait savoir sur leur caractère. Quand les clés furent finalement remises directement à Amara, pas à son père, David dit une dernière chose à Gérard. « Je pensais ce que je disais à propos de parler à Charles. Ce qui s'est passé ici est inacceptable.
Mais je vais aussi vous donner un conseil, gratuitement. Changez. Examinez vos préjugés. Remettez en question vos suppositions. Parce que le monde change que vous le vouliez ou non, et des gens comme ma fille, brillants, capables, méritants, vont revendiquer chaque espace qu'ils choisiront d'occuper. Vous pouvez soit évoluer, soit devenir obsolète. C'est votre choix. Amara et son père sortirent du showroom ensemble. Derrière eux, Gérard resta seul dans les décombres de son arrogance, entouré du luxe qu'il avait utilisé comme une arme pour blesser quelqu'un qu'il jugeait indigne. Dehors, le soleil d'Atlanta était chaud sur le visage d'Amara. Sa nouvelle voiture scintillait sur le parking, blanche et parfaite, un symbole non pas de richesse, mais de justice, de dignité affirmée, d'une bataille menée et gagnée. David la serra dans ses bras. « Je suis si fier de toi, » dit-il doucement, « de ne pas avoir fui, d'avoir tenu bon. » Amara le serra en retour, se permettant enfin de ressentir tout le poids de ce qui s'était passé, la douleur et le triomphe mêlés. « Merci d'être venu, » murmura-t-elle. « Toujours, ma puce, toujours. » Ils restèrent là un instant, père et fille, deux personnes noires qui avaient navigué dans un monde conçu pour leur dire qu'elles n'avaient pas leur place et avaient refusé d'accepter ce mensonge. Puis Amara monta dans sa nouvelle Lamborghini, sentit les sièges en cuir, entendit le moteur rugir à la vie et s'éloigna de ce showroom, sachant qu'elle avait revendiqué sa place, sa dignité et son droit d'exister exactement telle qu'elle était. À l'intérieur de la concession, la musique classique continuait de jouer. Les voitures de luxe restaient sur leurs piédestaux, mais quelque chose de fondamental avait changé. Une fissure était apparue dans la façade parfaite, et à travers cette fissure, la lumière de la responsabilité avait commencé à briller.